Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co pour décrypter l'actu des plateformes de streaming et des séries qui sortent dessus. Des plateformes de streaming qui ressemblent quand même de plus en plus à la bonne vieille télé, publicité, chaînes thématiques qui sont à l'étude chez certaines plateformes, diffusion aussi d'un épisode par semaine qui est resté la norme. Visiblement, c'est donc toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Pour décrypter ce retour en arrière des plateformes de streaming, on va l'appeler comme ça, je suis en compagnie de deux invités spécialistes du sujet. Tout d'abord, Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Bonjour. Sylvain, journaliste pour Tech & Co. Tu as justement écrit un papier qu'on peut retrouver sur le site de Tech & Co. Exactement. À propos de ces stratégies un peu à rebours, on va dire, des plateformes de streaming depuis quelques mois, maintenant quelques années. On va décrypter tout ça et en face de toi c'est Simon Tenenbaum. Salut Simon. Bonjour. Simon, journaliste pour BFM Business, la chaîne, pour le coup la télé plutôt. Tu as bien suivi, tu suis toujours très bien le domaine des télécoms, des nouvelles plateformes, tout ça. Et des médias. Et des médias, tout ça va ensemble évidemment. On va décortiquer tout ça tous les trois pour essayer de comprendre ce phénomène des plateformes de streaming qui refont un peu de la télé à leur sauce. C'est donc notre débat de la semaine. Je le disais donc, pour gagner la bataille du streaming, les plateformes semblent avoir trouvé une nouvelle stratégie, enfin nouvelle c'est peut-être pas le bon mot d'ailleurs, puisqu'elles refont de la télé à l'ancienne d'une certaine façon. Fini les innovations un peu disruptives, les grandes annonces un peu pompeuses parfois des débuts des plateformes de streaming. Il y avait cette volonté de se démarquer du flux traditionnel à l'ancienne de l'audiovisuel, de casser un peu les codes. Désormais, elles reprennent, ces plateformes, les codes de la télé pour essayer de se refaire une place dans un écosystème qui est de plus en plus tendu, de plus en plus d'acteurs. Il y a plusieurs éléments dans ce changement de paradigme, on va les aborder un peu les uns après les autres. Je voulais commencer par la publicité, messieurs, puisqu'on en trouve maintenant sur la majeure partie des plateformes de streaming. Sylvain, en général, c'est dans l'abonnement le moins cher, c'est ça, c'est devenu la norme de commencer par un abonnement avec pub. C'est ça, c'est le produit d'appel. On voit effectivement que Netflix a été les premiers, ils ont été les premiers à s'installer sur ce créneau-là parce que c'était un moyen de drainer davantage d'abonnés tout en ayant la possibilité d'augmenter les prix sur des forfaits plus premium, et ils l'ont bien fait pour le coup. Et ensuite, vu que ça a fonctionné, malgré le bad buzz du départ, les autres plateformes s'y sont mises très rapidement. Je pense effectivement notamment à Disney+, qui est son plus gros concurrent malgré tout. Et effectivement, aujourd'hui, quasiment toutes, à part Apple TV+, Pas pour encore, l'instant, en tout cas, ouais. les principales plateformes ont toutes de la pub aujourd'hui intégrée. On parle de combien de minutes de pub à peu près? C'est quoi? C'est moins que la télé quand même encore aujourd'hui. C'est moins que la télé, d'autant plus que les plateformes ont tendance, en tout cas chez Netflix, à récompenser l'utilisateur qui va binge-watcher les épisodes en lui mettant de moins en moins de pubs. Plus on regarde d'épisodes à la suite ou de films, etc., moins les temps de pub sont longs. C'est ça. Donc en moyenne, on va partir sur 3 minutes. Et Amazon, en ce moment, on est plutôt aux alentours de 30 à 45 secondes, parce que c'est le début et qu'il faut faire venir les clients vers la publicité. Simon, si on parle de modèle économique, parce que les plateformes, on le sait, elles ont eu du mal à trouver leur modèle économique sur le long terme, est-ce que cette normalisation de la pub, c'est un aveu d'échec finalement de tout ce qu'elles ont tenté auparavant? Non, je pense que c'est une normalisation du coût pour les plateformes des programmes qu'elles diffusent. Et à un moment, l'enjeu, c'était surtout pour les uns et les autres d'augmenter les prix, d'augmenter le revenu par abonné. Et Netflix avait déjà fait plusieurs hausses de prix avant de lancer l'offre avec de la publicité. Je pense que ça a commencé à avoir trop d'effets sur la croissance du parc d'abonnés. Et donc, il fallait trouver une solution pour maintenir le parc d'abonnés tout en augmentant le revenu par abonné. Et au bout d'un moment, il n'y a pas 50 solutions. La seule possibilité, c'était de faire de la pub. L'autre enjeu, c'était aussi d'être davantage en concurrence avec YouTube, qui, je pense, est un concurrent très important de Netflix, et il le voit aussi comme ça. Et en mettant de la pub, il se rapproche de YouTube dans aussi l'expérience utilisateur. Et je pense que Netflix, d'ailleurs, la manière dont ils ont intégré la publicité dans Netflix ressemble plus à la manière dont c'est intégré sur YouTube que sur une chaîne de télé avec des coupures, etc. Est-ce que ça donne quand même raison quelque part à la télé qui s'est toujours bâti sur ce modèle de la pub depuis des années? Et au fond, on voit qu'ils ont quand même tenté de se dire on y va juste sur le modèle de l'abonnement, on va se dire que les gens vont être là juste pour les contenus, ça suffira à faire un modèle. La publicité, c'est pas quelque chose que veulent les téléspectateurs. C'est pas la réflexion de... Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que la télévision, c'est un modèle qui s'est construit sur plusieurs décennies, où on a rajouté un certain nombre d'irritants qui étaient nécessaires à son modèle économique. La publicité, des abonnements bloqués dans le temps,
le fait qu'on n'a pas tous les épisodes d'un coup, ça, c'est pas des choses que les gens veulent, c'est des choses que le modèle économique rend nécessaires. Et si la télé est arrivée à ce modèle économique après 30 ou 40 années de raffinage, c'est pas une surprise en un sens que les plateformes retombent sur le même modèle. Les irritants, on est obligé de les rajouter parce que c'est comme ça que le modèle économique tient. Évidemment, dans un contexte concurrentiel où il y a beaucoup de plateformes, avec des coûts de production et de diffusion qui sont plus élevés, qui rendent nécessaire de rajouter ces irritants pour rendre la plateforme plus rentable. Et même qui explose, hein, parce que c'est aussi ça le problème de Netflix, Disney+. On voit que les productions ont de plus en plus de budget. On peut parler par exemple de Secret, de la série Marvel Secret Wars, qui a coûté, je crois, c'est 250 millions de dollars, me semble-t-il, le budget pour quelques épisodes. On est parti dans des délires absolus que seule la SVOD peut. On peut penser aux énormes films de Netflix, des films d'action aussi, The Grey Man, Red Notice, tout ça, qui sont des énormes blockbusters produits avec des stars qui ont des cachets énormes parce que le cinéma peut plus les payer. Et en fait, c'est des films à 190 millions, on ne sait pas vraiment ce qui rapporte derrière, quoi. Et du coup, donc, on essaye avec la publicité de compenser aussi ces nouveaux budgets qui sont devenus parfois vraiment démentiels. On voit aussi que la plupart des plateformes, en même temps qu'elles apportaient de nouvelles manières de consommer, de les consommer, que ce soit via la publicité ou non, elles ont aussi réduit drastiquement le nombre de productions. On est passé de, je crois qu'en 2019, on était à peu près 4 à 5 productions Netflix par mois. Aujourd'hui, on est à 0,8. Ouais. Donc, depuis le début de l'année. Donc, ça montre que clairement, il y a peut-être le mur des réalités qui s'est posé face à la SVOD. C'est aussi pour partir du moment où tu entres sur un marché, ce qu'a fait Netflix, où tu ubérises ou disruptes un marché, peu importe. C'est simple. Tu enlèves tout ce qui énerve les gens. Et tu te lances sur le marché en enlevant tout ce qui est énervant. C'est ce qu'a fait Uber dans les taxis, c'est ce qu'a fait Netflix, etc. Donc, ça te permet de casser le marché et de te faire une place. Et puis après, tu remets ce qui énerve les gens. Tu remets ce qui énerve les gens, mais qui est malheureusement nécessaire. C'est exactement comme Uber. Hein. C'était les taxis, c'était trop cher, etc. Ils cassent les prix, ils entrent le marché, et puis après, ils remontent les prix. Aujourd'hui, Uber, ça coûte plus cher que les taxis. Voilà, c'est la même chose. Et on n'a même plus les petits arlequins qu'on avait au début en plus. Alors si, depuis pas très longtemps. Simon, tu l'as évoqué, il y a un autre renoncement des plateformes de streaming quelque part, c'est la diffusion des séries. Quand Netflix arrive, ils nous vendent l'ère du binge-watching, c'est-à-dire que d'un coup, on passe de la télé, c'est un épisode par semaine, on est contraint par le programme de diffusion, et d'un coup, Netflix nous dit non, moi je vous sors les séries et je vous mets tout d'un coup. Allez, c'est cadeau, diffusion intégrale, et en fait, on se rend compte que il y a que Netflix qui a fait ça finalement. Personne d'autre derrière, Disney+, Amazon Prime, n'est rentré sur ce créneau. Tout le monde a fini par garder ce créneau de diffusion, un épisode par semaine avec un jour donné. Oui, la vraie question, c'est quand est-ce que les plateformes de streaming vont imposer à leur tour qu'on reste engagé pendant 12 ou 24 mois. Pour moi, c'est la dernière barrière le dernier retour en arrière finalement que les plateformes de streaming n'ont pas osé franchir, mais est-ce qu'elles le feront pas un jour? Est-ce qu'elles le veulent? Honnêtement, je suis pas certain. Elles le veulent pas, c'est sûr. Enfin, la publicité, Reed Hastings en a jamais voulu. C'est la pression de la rentabilité des marchés, de la concurrence, qui l'a obligé à mettre de la publicité. Lui, il était un peu idéaliste, donc il avait envie de dire je suis capable d'offrir un programme, enfin une offre sans ces irritants, et il a dû les rajouter à chaque fois sous la pression du besoin de croissance. Donc c'est pareil, personne n'a envie d'être engagé sous 12 ou 24 mois. Bien sûr, mais attention, je pense pas qu'il y ait un besoin, même auprès des actionnaires de Netflix, Disney, etc., qu'on ait des abonnés qui soient là pendant 12, 15, 24 mois. Je pense qu'il y a davantage ce côté, et on le voit au niveau du rythme des sorties, il faut sortir une très grosse série juste avant la fin du trimestre fiscal ou de l'année fiscale, et comme ça, tu t'assures, en théorie en tout cas, une augmentation de tes abonnés, et donc tu montres patte blanche en fait aux actionnaires et aux investisseurs. Donc, en tout cas, pour l'instant, ce modèle-là fonctionne. Les obliger à s'abonner pendant X mois, je ne pense pas que ce soit une solution qui soit véritablement viable, d'autant plus que, en fait, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas de modèle. En fait, d'un côté, il y a Netflix qui continue à faire du binge-watching, mais en plusieurs parties. Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est que même Netflix, finalement, aujourd'hui, a adopté un espèce d'entre-deux, de dire, bon, certes, je ne vais pas revenir sur ma promesse intégralement, je ne vais pas vous faire du 1 par semaine comme les autres,
mais je vais vous couper mes saisons en deux. C'est-à-dire qu'il y a eu Stranger Things qui a été coupé en deux, Bridgerton qui commence la diffusion de sa 3e saison de mémoire, qui est coupée en deux aussi. La dernière saison de The Crown a été coupée en deux. Et ça permet en général, avec des sorties entre 1 et 3 mois d'écart entre ces deux parties-là, qui permet effectivement de se dire, j'ai vu la première, je me désabonne pas tout de suite de Netflix. Et t'attends effectivement patiemment. Pour le coup, pour Bridgerton, c'est un tout petit peu moins d'un mois, mais en fait, ils sont assez malins. C'est justement, voilà, c'est juste assez pour que tu te dises, mince, il faut quand même que je paye un mois supplémentaire. C'est une technique qui est plutôt utilisée. Et à côté, on a Disney et Amazon qui vont parfois proposer du binge. C'est assez inattendu, mais Fallout, par exemple, est sorti en intégralité dès le premier jour. Alors pourquoi ? Aucune idée. C'est peut-être. Je suis pas certain qu'il y ait un choix créatif derrière, honnêtement, parce que si les plateformes de SVOD avaient un quelconque respect créatif, ça se saurait. Mais en tout cas, t'as l'impression que c'est vraiment petit bonheur la chance. Et pour le coup, Fallout, c'est encore plus surprenant, d'autant plus qu'elle était très attendue par les fans et les éventuels. Et donc des gens qui auraient pu potentiellement attendre et rester abonnés. Oui, c'est des stratégies marketing. Après, c'est vrai que je pense que Netflix peut se permettre de faire moins de séquençage parce que leur taux de churn, donc de suppression, addition d'abonnés chaque mois est le plus faible par rapport aux autres plateformes de SVOD, puisque globalement, Netflix reste un peu le basique que beaucoup de foyers gardent et font tourner les autres plateformes. Donc c'est pour ça, je pense que Disney, Amazon et compagnie et Apple sont plus obligés de séquencer parce qu'eux, ils ont plus un enjeu de freiner le churn, surtout sur Disney+, qui peut être très fort parce que les gens vont voir une série Star Wars parce qu'ils sont fans de Star Wars, après ils se désabonnent. Des marques très fortes. Et donc on va être abonné que pendant la diffusion de cette série. Netflix a une offre un peu plus large qui lui permet je pense, de moins aller dans cette direction. Je trouve que ça traduit quelque chose, en fait, ce qui se passe, notamment pour Disney+. C'est qu'il y a eu la période un peu enchantée pour Disney, pour Disney+, d'ailleurs, avec beaucoup d'abonnés d'un coup, parce que tout le monde s'est dit « Waouh, mais en fait, c'est génial, c'est vraiment tout ce qu'on voulait, tout l'univers du Disney. » Et en fait, petit à petit, ils ont retiré des séries, parfois au bout de 6 mois, qui étaient quand même des productions exclusives. Ils ont rehaussé les prix. Ils se sont pris un mur, mais vraiment, un mur quasiment infranchissable. Tout ce que l'on imaginait à l'époque où Disney+ avait été annoncé, on ne s'est absolument pas réalisé. Netflix, à l'époque, je me rappelle, je voyais des titres Netflix, géant au pied d'argile, etc. après les annonces de Disney+. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, Netflix continue d'augmenter son parc d'abonnés. Disney+, il galère chaque année. C'est toujours impossible de casser un marché dans lequel tu es déjà l'acteur dominant. Donc, Disney ne pouvait pas à la fois se subériser lui-même, être à la toujours fois le bon vieux studio bien ancré dans la réalité hollywoodienne. Ils avaient trop confiance en leur propre capacité de rétention, en fait. Parce que oui, il y a un super catalogue Disney dans les années 90, 80, 2000, mais en fait, ça ne suffit pas aujourd'hui. Et la profusion de séries qui arrivent, que ce soit en provenance de leur propre chaîne, plus traditionnelle pour le coup, ou même des productions Marvel, Star Wars, visiblement, ça ne suffit pas. Et justement, on parle de Disney+, c'est intéressant parce que Disney+, dans l'idée justement peut-être d'opter pour une stratégie différenciante par rapport à Netflix ou Amazon Prime, serait en train de réfléchir à une idée qu'on n'a pas encore trouvé, qu'on a vu un petit peu du côté Netflix il y a quelques années, mais qui n'a pas trop marché, c'est l'idée de chaîne thématique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si ce serait intégré à Disney+, en supplément, enfin dans une offre différente, mais en tout cas l'idée de faire des chaînes thématiques. Par exemple, Disney+, on l'a dit, c'est des marques très fortes, c'est Marvel, c'est Star Wars, c'est les classiques Disney. Il y aurait par exemple une chaîne avec que les classiques Disney, une chaîne avec que les séries Star Wars, diffusées en continu comme ça, avec des programmes de diffusion, et donc finalement des chaînes télé quelque part. On retrouverait peut-être ce qu'on pouvait appeler les chaînes câblées à l'époque. C'était des chaînes dédiées au polar, par exemple, des chaînes sci-fi qui faisaient c'est ce que fait plutôt, etc. De la fast. C'est de la fast. C'est de la fast, exactement. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la fast. Et de fait, l'idée de se dire, les gens lanceraient ces chaînes thématiques, c'est ça, et se diraient, tiens, je connais pas cette série, regarder et se donner envie de s'abonner. C'est un peu ça l'idée, Sylvain, derrière cette idée de chaîne thématique. En fait, honnêtement, c'est un mystère pour moi. Je ne comprends pas l'intérêt de ces services-là. Alors oui, ça permet de consommer parfois des vieilles séries qui ne sont pas disponibles ailleurs. Je pense effectivement sur Pluto, il y en a pas mal comme ça, de les consommer
mais effectivement, c'est du 24-24 et du coup, il faut un peu être là Avec de le manière risque de permanente. tomber au milieu d'un épisode C'est ou ça. au milieu de l'épisode 8 de la saison 3 et bah, on prendra pas le Exactement. reste. Disney, je pense que c'est aussi un moyen peut-être d'avoir juste une évolution positive dans son parc d'abonnés, même si a priori ce serait gratuit si on comprend les informations de Deadlines en l'occurrence. Et donc de fait, il y aurait peut-être aussi une rationalisation des coûts de production, avec peut-être des productions même faites pour la Fast TV. Pour l'instant, on n'en a pas encore vu. Je pense de ce côté-là, j'espère que ça n'arrivera jamais. Mais clairement, la Fast TV, c'est un mystère de voir que ça peut fonctionner. Parce que plutôt, malgré tout, fonctionne. Les gens qui font de la fast expliquent qu'il y a une certaine frange de la population qui n'aime pas choisir, qui a peur du choix, fameux qui se perd sur l'écran d'accueil de et Netflix. qui, ça c'est un des intérêts. Et l'autre, c'est souvent c'est des modèles économiques un peu différents où, comme c'est pas à disposition en streaming, il y a un partage de revenus publicitaires directement entre le créateur, entre le producteur du contenu et la plateforme. Et la plateforme, enfin le producteur n'est rémunéré qu'au nombre de visionnages. D'accord. Donc ça permet aussi de mettre ça à des coûts très faibles. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas arriver à un moment donné à... le marché publicitaire, d'autant plus en ce moment, il n'est pas extensible à l'infini. Alors certes, il y a une appétence dans la SVOD et dans la Fast TV, mais à un moment donné, il n'y en aura pas pour tout le monde. Si on a Disney+, Netflix, Apple TV, Paramount+, etc., qui se lancent sur le marché de la publicité, tout le monde n'en aura pas, en fait. Enfin, c'est aussi ça le problème. Est-ce que c'est vraiment rentable à moyen, voire long terme, compte tenu du marché publicitaire? Il y a encore le gâteau de la publicité traditionnelle qui est encore assez gros et qui peut continuer à être attaqué au fur et à mesure que les usages basculent. Leur part de la publicité dans leurs revenus augmente énormément depuis qu'ils l'ont lancé, ce qui est logique, mais il reste un acteur lilliputien quasiment à l'échelle mondiale de ce qu'est la publicité, et c'est encore la TV traditionnelle notamment qui capte une grande partie des recettes. Tu as quand même encore un shift assez important vers la vidéo par rapport à ce que rapporte toute la publicité plutôt liée au contenu écrit, par rapport à la consommation de la vidéo qui est plus élevée. Donc là, il y a encore de la croissance à aller chercher dans tout ce qui est contenu vidéo. Après, le point intéressant de ces chaînes thématiques, tu l'as évoqué, c'est encore une fois un truc que nous ont changé les plateformes de streaming, c'est cet écran d'accueil avec tout, où d'un coup on allume, on se dit qu'est-ce que je regarde ce soir, et c'est un peu comme si on avait un catalogue infini, on peut scroller, regarder les films, les séries, ce qui l'algorithme nous recommande en fonction de ce qu'on a déjà vu. Au début, ça paraissait génial. On s'est dit, ouais, on peut regarder ce qu'on veut à n'importe quel moment. Si je n'aime pas, j'arrête et je relance autre chose et tout. Et on se rend compte que ça a engendré une espèce d'angoisse existentielle quand on allume notre Netflix en disant, bon, allez, ce soir, qu'est-ce qu'on fait Netflix? Et on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on regarde quand et on finit par l'éteindre. Ouais, on a vu ce qu'on voulait voir. On n'ose pas forcément se lancer dans des trucs que l'algorithme nous recommande parce que ça n'a pas toujours l'air très bien. Et en fait, c'est peut-être aussi un truc que la télé traditionnelle avait compris que les gens aiment bien. Il y avait déjà une sélection on à leur l'entrée. impose quelque chose quelque part, qu'on leur dise ce soir c'est soit la une, soit la 2, il y a une série, un film. Ce qui est marrant en fait de constater, c'est que la télévision a appris en fait de ses erreurs, ce qui a fait que des services comme Netflix, etc. ont fonctionné à la fin. C'est que on n'est plus dans un modèle où les chaînes de télé diffusent essentiellement des séries policières. Alors, il y en a encore beaucoup, évidemment, mais c'est quand même moins le cas. Et même dans les séries policières, là, dans cette thématique-là, ça s'est diversifié. On pense à HPI, par exemple. Ou Astrid et Raphaël, qui sont quand même deux séries policières, certes, mais vraiment très différentes sur le ton et sur la forme. Les chaînes de télé prennent aussi un peu plus de risques. Il y a aussi des grosses productions sur TF1 et sur M6. Je pense que vraiment ce côté, cette image qu'on avait des séries de TF1, elle est plus du tout bonne aujourd'hui, et je pense que surtout quand on a vu les séries françaises des plateformes de SVOD, ça fait relativiser. C'est les mêmes producteurs, donc c'est normal que ça se ressemble. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, il y a un changement de paradigme de ce côté-là, et du coup, je pense que clairement, les gens, avec le succès de TF1+ et d'M6+, les jeunes téléspectateurs qui sont partis sur la SVOD sont du coup un peu plus intéressés aujourd'hui parce que propose TF1 et M6. Je le crois dur comme fer. Eh ben, je pense qu'on a déjà pas mal débroussaillé ce sujet. Je pense qu'on comprend un petit peu mieux où vont les plateformes de streaming. Peut-être en arrière, peut-être en avant, mais avec un pas de côté. Merci à tous les deux pour ces explications. Savoir ce que les plateformes font, c'est bien. Savoir ce qu'il y a à regarder dessus, c'est bien aussi. Puisqu'effectivement, on disait, pas toujours évident de faire un choix, mais on va vous aider. On va passer à nos séries de la semaine.
On va vous recommander 2 séries cette semaine. La première, c'est celle que Sylvain va nous recommander. Sylvain, tu nous emmènes dans le Tardis du Docteur Who. Exactement. On en avait parlé à l'occasion des épisodes du 60e anniversaire qui a été diffusé en novembre. C'est reparti pour Docteur Who. C'est sur Disney+ que ça se passe chez nous. Nouvelle saison. Nouvelle saison, nouveau docteur, que l'on avait effectivement déjà aperçu dans les épisodes spéciaux. Après David Tennant, effectivement, on a, je ne me risquerai pas à prononcer son nom, mais le comédien, l'un des comédiens principaux de Sex Education de Netflix. Alors, je vais en parler plutôt, j'espère en tout cas plutôt bien pour les fans, parce que moi perso, je ne connais pas du tout Doctor Who. J'avais déjà tenté, et c'est une série qui est, je pense, qu'il a quand même très mal vieilli dans ses premiers épisodes. Et je ne parle pas vraiment de la version des années 60, vraiment. Donc j'ai toujours eu du mal. Et je dois admettre quand même que cette nouvelle saison, qui est vraiment, je pense, un reboot. Oui, parce qu'en fait, techniquement, c'est la 40e saison de Doctor Who, ce qui fait peur quand on le dit comme ça. Mais c'est un nouveau départ, en fait. C'est un nouveau départ. Et d'autant plus que là, c'est un tout nouveau docteur que l'on n'a jamais vu, jusqu'à présent. Donc ils en profitent, j'ai l'impression en tout cas, pour réexpliquer pas mal de choses, pour ne pas perdre les gens qui seraient éventuellement intéressés. C'est d'autant plus important que, et ça fera écho avec le débat qu'on a eu à l'instant, que en fait c'est diffusé sur Disney+. Disney+ a récupéré les droits de 7 saisons et des épisodes spéciaux de fin d'année dernière dans le monde entier, sauf en Angleterre où c'est toujours diffusé sur la BBC, chaîne de télévision traditionnelle. Donc il y a un vrai enjeu commercial pour Disney+, et donc on le ressent au niveau de l'écriture. Je ne sais pas si Disney a vraiment eu son mot à dire, mais tu sens quand même que les scénaristes ont un peu voulu repartir quasiment de zéro, réexpliquer donc à une nouvelle audience, parce que c'est inespéré pour Doctor Who. Oui, c'est la possibilité de mondialiser quelque part une série très britannique à la base. Ce qui n'a jamais fonctionné en France. C'est une fanbase quand même assez importante, mais plutôt de niche par rapport à d'autres grandes sagas. C'est ça. Et alors, France 4 avait tenté, ça n'avait jamais fonctionné en France. Vraiment, c'est une série qui est malheureusement très impopulaire. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne en vrai, c'est super bien. C'est hyper rafraîchissant, hyper feel good. Le côté LGBT est très marqué, mais parce que son interprète principal a voulu que ce soit le cas, et c'est tant mieux, c'est bien. Après, Doctor Who a toujours été LGBTQ+ friendly, mais là, ça l'est davantage. Et en fait, c'est encore plus fou. C'est de l'humour british, mais quand même un peu internationalisé. Donc, ça n'exclut pas des gens. Les effets spéciaux, honnêtement, je pense que le budget de Disney a bien aidé, parce qu'ils ont fait un bond en avant. Je me rappelle des derniers épisodes. Oui, c'est aussi une série qui est réputée pour son kitsch. Voilà. Là, c'est un peu beaucoup, kitsch, mais c'est kitsch premium. D'accord. Ok. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Et honnêtement, pour l'instant, en tout cas, les épisodes sont super cool. Il y a les 3 premiers épisodes qui sont disponibles sur Disney+. Franchement, moi, j'ai adoré ce que j'ai vu, et j'ai hâte de voir la suite. Et on a hâte de la voir aussi. Du coup, on avait déjà eu, ça donnait déjà envie. Les épisodes spéciaux du 60e anniversaire étaient déjà assez sympas. Moi, j'avais un peu découvert à ce moment-là aussi, et pareil, j'étais un peu rentré dedans. Ça donne envie de se plonger dans ce nouveau départ donc de Doctor Who, qui est à voir sur Disney+ en ce moment. Tu le disais, ça a commencé. Pas de binge-watching sur Disney+. Il va falloir attendre un épisode par semaine. Et puis, deuxième série, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais m'y coller. Tiens, une reco perso, puisque voilà, pour une fois, je vais vous recommander une série qui est sur Netflix. Cette fois, binge-watching possible. En plus, moi, elle est déjà totalement diffusée. Cette série, c'est Anthracite. Alors, Anthracite, c'est quoi ? On a beaucoup parlé de Fiasco récemment, qui est un peu la série française événement sur Netflix, avec Pierre Ninet, la comédie, très sympa au demeurant, avec ses défauts. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une autre série française plus intéressante sur Netflix au mois d'avril, puisque c'est donc cette Anthracite que j'ai beaucoup aimé. Alors, Anthracite, c'est pas du tout le même esprit que Fiasco, c'est pas Doctor Who. On est sur un thriller. Là, ça se passe dans le massif des Écrins, dans les Alpes, donc déjà un très beau paysage. Ça, c'est ma France. Exactement. Alors, je vais vous résumer un peu le pitch. On suit encore au début un polar à la montagne française. Alors, c'est un classique. Déjà, c'est pas un bon argument. On n'est pas loin de ça, puisque alors, je vais pitcher un peu avant de dire pourquoi j'ai aimé. Donc, on suit au début le personnage de Jarro, qui est incarné par Attic rappeur, qu'on a vu, qui incarnait le personnage principal de la série Validé sur Canal, qui était très bien. Et donc, il incarne un jeune homme qui travaille dans un magasin de location de ski à la montagne, quand il voit soudain débarquer une jeune femme qui s'appelle Ida, qui est, on va dire, un peu allumée, un peu déjantée, qui a des tenues un peu folles, un peu très colorées, qui parle très fort, qui le tutoie comme si elle le connaissait depuis des années, et qui lui dit qu'elle mène des enquêtes au sein d'une communauté de détectives en ligne. Ils essaient de résoudre des affaires non résolues avec l'aide des nouvelles technologies et d'une communauté mondiale de gens qui peuvent s'entraider.
Et elle lui explique que son père, qui est journaliste, qui a enquêté il y a 30 ans sur une secte dans ce massif des écrins, vient de disparaître. Dans des circonstances très mystérieuses. Voilà, elle n'a plus de nouvelles de lui. Et elle se lance donc à sa recherche avec sa communauté de détectives. Et elle pense que Jarreau, qui lui n'a rien à voir avec tout ça, elle pense que lui, il a un lien avec tout ça, puisque sa mère a grandi à l'époque de la secte dans cet endroit de la région. Et donc elle va l'embarquer dans cette histoire de secte, d'enquête, de gens qui ont beaucoup de secrets. Et tout ça va se corser quand une fille du coin est retrouvée assassinée dans le village avec une marque d'anthracite, donc un minerai qui fait la renommée de la région, sur le visage. Alors pourquoi j'ai aimé cette série? Parce qu'on est à mi-chemin, et c'est là que Simon a pas tort, entre le téléfilm TF1 à l'ancienne. Entre Meurtre à Chamonix Exactement. Et d'un côté True Détective quand True même. Détective. Alors il y a les défauts Ok. et les qualités de ces deux références. Moi je les assume totalement. Et là, je dis téléfilm TF1 effectivement parce que c'est assez stéréotypé. On a des personnages qui sont brossés très rapidement en 3 traits de caractère, ce qui fait que on les a déjà vus, ces personnages, on les connaît, et en même temps, ils sont du coup très attachants puisqu'on les connaît, on sait à peu près à quoi s'attendre avec eux. En termes d'ambiance, ça donne quoi? Et l'ambiance, justement, c'est le point fort de cette série, puisqu'il y a ce décor alpin, en fait, qui est magnifique. Oui, Ça se c'est passe ça. vraiment au milieu du massif des écrins, en pleine saison de ski. Donc, vous avez à la fois la station avec les pistes, etc., et le village plus bas dans la montagne, qui n'est pas enneigé, qui vit sa vie. Et c'est un peu le village où tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui, tout le monde est allé à l'école les uns avec les autres, etc. Tout le monde travaille ensemble. Et donc, les secrets, il y a des gens qui les connaissent quand même, donc tout ça Évidemment, finit par dans un petit exploser village de toujours à un montagne, il y a moment. toujours des secrets. Ça va Mais de tout ça soi. finit toujours par exploser. Et c'est là qu'on arrive un peu à l'aspect True Détective, c'est cette ambiance un peu angoissante, un peu poisseuse. Et surtout le côté mystique qu'on ne retrouve pas dans ces téléfilms Ouais. type France 2, TF1, etc., qui sont plutôt sages, on va dire, là-dessus. Là, on a un côté très... voilà, on n'a pas peur de mettre en scène des meurtres rituels, de mettre de la violence à l'écran, etc. Ça reste pas gorissime, mais il y a quand même une idée de créer quelque chose qui vous angoisse pas mal, avec des scènes, on a du jumpscare, on a des classiques de ce genre de série. C'est pas un sommet de réalisation, je vais pas vous mentir, c'est pas une série extrêmement bien faite. Les ficelles sont assez grossières pour qui a vu True Détective, qui a vu des séries de ce genre avant. On devine quand même assez vite où tout ça nous emmène, mais tout ça est quand même très bien ficelé. C'est-à-dire que ça marche. Moi, j'ai bingé la série d'un coup, il y a 6 épisodes, j'ai tout Ah, il y vu a 6 épisodes il y seulement a 6 de épisodes 52 minutes. de 52 minutes, j'ai ok. tout vu en 2 soirées. Et franchement, à la fin de la première soirée, je me suis dit, putain, il me reste quoi 4 épisodes. Il me restait 2 épisodes. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais me coucher? Est-ce que je continue machin? Et j'avais pas eu ça depuis un petit moment sur une série française. Ça explique donc tes cernes. Ça explique les cernes et ma téléspectateurs. fatigue permanente. Je regarde des séries jusqu'à pas d'heure. Et notamment donc, cette Anthracite, qui est donc c'est pour moi une bonne série dans le sens où on a envie de voir la suite. Et ça, c'est quand même à la base le point fort d'une bonne série. C'est une mini-série où il y a une conclusion? Ça se regarde tout seul comme ça. À la fin de la série, on a une résolution, etc., globalement, de tout ce qui se passe dans la série. Ils ont quand même laissé des petits indices à la fin. Histoire de, ouais. Si jamais ça fonctionne, de lancer une saison 2, ça reste Netflix. Il faut quand même potentiellement lancer des choses qui fonctionnent. Voilà, donc moi je vous recommande de regarder Anthracite. C'est à voir sur Netflix. C'est une série donc en 6 épisodes. Ça se regarde très bien, ça se binge. Voilà une promesse des plateformes de streaming à l'ancienne. Voilà, c'est du Netflix à l'ancienne. C'est donc à voir. Doctor Who sur Disney+, Anthracite sur Netflix. 2 recos pour ce soir. Ne scrollez pas pendant des heures. Regardez ce qu'on vous recommande. Merci Sylvain pour ton intervention. Merci Simon également d'avoir été là pour nous parler de la stratégie des plateformes de streaming. Toujours à décrypter, il y a toujours des changements. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Vous pouvez revoir l'émission si vous en avez raté une partie sur le site de Tech & Co, sur YouTube, en replay, en podcast, audio, partout sur toutes les plateformes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.